Notre invité ce matin, c'est Julien Aubert. Bonjour. Merci d'être avec nous, vice-président des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale et le retour de Stéphane Vernet de Ouest-France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, bonjour Julien Aubert. Bonjour. On parle du projet de la migration. Pour commencer, évidemment, Julien Aubert qui est examiné au Sénat depuis hier après-midi. Un texte ferme, mais pas fermé. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Les Français qui sont favorables à ce texte qui contient beaucoup de mesures de durcissement. Est-ce que les Républicains peuvent le faire échouer sans se décrédibiliser ? Je pense qu'au contraire, il se crédibiliserait en expliquant aux Français à quel point ce texte a été mal construit. Si je devais prendre une métaphore, vous avez une maison avec une porte. Et vous décidez de la fermer, puisqu'on ferme les frontières. Bon, d'abord, premièrement, vous n'arriverez jamais à la fermer parce qu'il y a une cale. Ça, c'est le problème de la souveraineté, c'est que vous avez toujours des problèmes de cours, de justice, de l'Union européenne, de CEDH, qui vous interdisent véritablement de fermer la porte. Mais en plus de ça, vous mettez un petit écriteau, c'est l'article 3, en disant, attention, si la porte est fermée, vous pouvez passer par la porte de derrière, elle est ouverte. Et la porte de derrière, ce sont des mécanismes qui permettent de faire une immigration irrégulière, illégale. Vous rentrez par la porte de derrière et là, on vous fait un parcours, d'intégration en direct, puisque vous pouvez demander l'asile, c'est l'article 4, et immédiatement vous pouvez travailler. Et l'article 3, on vous explique que quand vous avez travaillé 8 mois, vous pouvez être régularisé. C'est fantastique. C'est-à-dire que l'article 4, vous organisez le détournement de la procédure d'asile. Article 3, vous organisez une espèce de blanchiment d'immigration clandestine. Et donc les Français qui veulent que la porte soit fermée, vous devez leur expliquer que, 1, le texte ne permet pas de fermer la porte, et 2, que le texte permet de faire rentrer des gens chez vous. Alors le texte est mal construit, mais il peut être encore reconstruit, retricoté à la fois par le Sénat, par l'Assemblée. Est-ce qu'à ce stade, vous pensez qu'un compromis est possible entre les sénateurs, les députés, le gouvernement, les partis autour de ce fameux texte, où tout ça va se terminer par un 49-3 ? Le sujet, c'est pas de trouver un compromis. Le sujet, c'est de trouver un texte qui soit fonctionnel et qui soit cohérent. Enfin là, c'est de trouver un compromis autour de cet article 3. Mais depuis le... Non. Notamment avec les sénateurs centristes. Depuis le début... Attendez, il y a, je dirais, ce qui relève du Sénat et ce qui relève de la majorité présidentielle. Depuis le début, il y a un problème d'incohérence interne de la majorité présidentielle. Ils ne sont pas d'accord entre eux, entre leur aile gauche et leur aile droite. Donc, comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils nous ont présenté un texte qui dit blanc et noir dans la même copie. Et ensuite, ils nous l'amènent en disant « merci de nous aider à venir sur ce compromis », qui n'en est pas un, puisque c'est un texte antithétique. Et donc, effectivement, je crois, si vous voulez, que c'est pas à la droite de venir trancher. Nous, il faut qu'on vote ce qui est d'accord avec nos opinions, c'est-à-dire la fameuse porte fermée, et refuser de venir vider le texte de sa substance. Il n'y a pas qu'un problème au sein de la majorité présidentielle, il y a aussi un problème au sein de la majorité sénatoriale, entre les centristes et les républicains, autour de ce fameux article 3. Est-ce que les débats pourraient conduire à une espèce de division, une nouvelle fracture au sein du groupe ? Je crois que c'est aussi une épreuve de vérité, effectivement, pour les gens qui se réclament de la majorité sénatoriale. Nous avons des élections à venir, bientôt, dans 6 mois, où Emmanuel Macron sera le principal opposant d'une droite qui est aujourd'hui dans l'opposition. Et je dirais, il ne s'agit pas d'être bête et méchant en disant parce que ça vient d'Emmanuel Macron, on est contre. Il y a bien une règle de fond derrière. Il y a un sujet. On ne peut pas, depuis des années, expliquer que nous avons un problème d'immigration irrégulière, expliquer que nous avons déjà 500 000 réfugiés sur notre territoire, que nous avons 10% d'étrangers, c'est-à-dire le double de ce qu'il y avait il y a 50 ans. Mais juste qu'on comprenne bien, Julien Aubert, quand vous dites moment de vérité, ça veut dire que vous demandez aux sénateurs centristes de clarifier leur position par rapport à Emmanuel Macron ? Moi, je ne suis pas en état, si vous voulez, de réclamer quoi que ce soit au Sénat. C'est aux sénateurs, si vous voulez, de voter en leur âme et conscience. Mais je crois que ce serait un très mauvais signal de voter un texte avec cet article 3, parce que cet article 3 dit l'un... Même vidé de sa substance, parce que là, il y a un compromis qui se dessine sur un article 3 un peu vidé de sa substance. Attention, alors, là encore, on garde le... Parce que, d'abord, je vois deux inconvénients à ce qui est proposé actuellement. Premièrement, cet article 3, il faut voir que nous ne vivons pas dans un monde clos. Il y a des gens qui sont dans des pays d'immigration, qui ont la télé, qui ont Internet, et qui suivent nos échanges. Et ils sont souvent d'ailleurs mieux informés que nous-mêmes sur la nature des débats. Et donc pourquoi c'est un article qui est problématique ? Parce qu'en fait il dit venez en France, nous avons des besoins, nous avons des métiers en tension, et si vous venez sur ces métiers en tension, nous allons vous régulariser. C'est donc le fait pour un aspirant. Et puis deuxièmement, parce qu'on veut mettre dans la loi un mécanisme qui aujourd'hui relève d'une circulaire, ce qui va être un nid à contentieux. Parce qu'à partir du moment où c'est fixé dans la loi et que les préfets vont appliquer la loi, eh bien vous aurez des recours, alors qu'une circulaire, eh bien par définition,
position, c'est une espèce de tolérance qui est donnée par rapport à l'état du droit actuel. Alors, à propos des régularisations et des préfets, Gérald Darmanin et le ministre de l'Intérieur suspectaient d'avoir établi une liste des parlementaires républicains qui auraient écrit à leurs préfets pour leur demander de régulariser les sans-papiers dans leur département. Olivier Marleix, la semaine dernière, a dit qu'il voulait saisir la CNIL à ce sujet contre le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il l'a fait à votre... Je ne suis pas au courant sur ce point-là, mais je pense qu'effectivement, ça pose un vrai sujet, parce que là encore, on essaie de diaboliser. À titre personnel, on peut être ému par la situation de quelqu'un qui est en situation irrégulière. Le sujet n'est pas là. Moi, je comprends le restaurateur qui dit « je travaille avec quelqu'un et j'ai envie de lui donner ». C'est normal. Mais là, on ne parle pas de cas individuels. On ne fait pas la loi pour des cas individuels. On fait la loi pour des principes. Ouais, en même temps, s'il y a vraiment la moitié des parlementaires LR, sénateurs ou députés qui sont intervenus auprès de leur préfet pour demander une régularisation, vous pouvez comprendre que le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a un problème de cohérence. Non. On n'a jamais dit que la droite n'a jamais dit nous sommes hostiles à toute régularisation. Donc c'est compatible. D'accord ? En revanche, nous sommes hostiles à l'idée d'une régularisation automatique qui, dans le cas d'espèce, va, alors que vous avez entre 600 et 900 000 clandestins sur le territoire, personne n'est capable de chiffrer exactement combien de régularisations cet article 3 va provoquer. Je vous rappelle qu'en 1980, le pic de régularisation, c'était 130 000, et que là, on parle de 600 à 900 000. À un moment donné, il faut être lucide. Vous avez 74% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration dans ce pays, et on est en train de faire un texte qui va aller dans le sens inverse. Stéphane, sur les mineurs étrangers isolés. Oui, on voit que des départements du sud-est, notamment proches de l'Italie, se plaignent de l'explosion du nombre de mineurs étrangers isolés qui doivent être pris en charge. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté dans votre propre département, dans le Vaucluse ? Évidemment. On parle de plus en plus de filles. Oui, alors comment il y a avec des garçons ? Vous confirmez aussi ? Alors sur le genre, non. En revanche, sur le fait que ce soit un vrai poids, alors d'abord vous avez quand même un phénomène de détournement, puisque vous avez des gens qui se déclarent mineurs pour pouvoir échapper à toute expulsion, etc., et qui se retrouvent donc pris en charge. Et puis deuxièmement, effectivement, vous avez une recrudescence, parce qu'on sait aussi que le régime est assez confortable, et puis parce que vous avez des gens qui fuient leur pays, qui se réfugient, qui peuvent abandonner leur famille, enfin voilà. Donc effectivement, et ce sont des montants financiers qui sont particulièrement lourds, pour des départements comme celui du Vaucluse. Et c'est pas lié aussi au fait que les mineurs isolés étrangers en fait, qui traversent la frontière sont plus souvent interpellés aujourd'hui que par le passé et donc systématiquement remis au service d'aide à l'enfance de ces départements, ce qui n'était pas le cas avant. Ils traversaient, on les laissait passer pour aller vers Lyon, Paris, Marseille. À ma connaissance, c'est un phénomène qui est quand même plus ancien que, je dirais, notre changement de politique aux frontières, puisque ça fait maintenant près de 10 ans, si vous regardez les articles. Mais les contrles aux frontières sont plus stricts, sont plus fermes, à votre sens ou pas ? Oui, il y a plus de contrôle aux frontières, effectivement. Est-ce qu'on sent que vous êtes encore très ferme sur ce texte. Est-ce que les Républicains envisagent toujours de déposer une motion de censure ? Oui, c'est la logique. Et vous serez en mesure de le faire ? Ah, ça c'est une autre chose. Mais la logique, c'est que si le texte quand même pas un détail. Vient à l'inverse, vous savez, parlons pas de détails, parce que vous allez m'attirer sur l'affaire Bardella et je vais vous dire des choses qui ne me plaisent pas, qui vous plairont pas, ou qui leur plairont pas en tout cas. Sur cette histoire de texte, si effectivement il y a l'article 3, si effectivement il y a des choses qui sont, je dirais, en contradiction et qui sont un mensonge à l'égard des Français sur la politique migratoire, alors dans ce cas-là, c'est de notre devoir, effectivement, de déposer une motion. La question de savoir ensuite... Oui, non, mais est-ce que vous serez en capacité de le faire, Julien ? Parce qu'on a l'impression que les Républicains sont quand même divisés sur ce sujet. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes seront pour déposer une motion de censure tant que vous n'avez pas le texte. Aujourd'hui, on ne sait même pas le texte qui va sortir du Sénat. Même les sénateurs ne le savent pas. Donc, allons-y par étapes. Maintenant, sur le principe, et tant Éric Ciotti que Olivier Marleix ont réaffirmé leur volonté d'être en capacité de déposer une motion de censure. Et je pense qu'effectivement, si nous sommes en capacité de le faire, il faut le faire si ce texte, s'il y a une cohérence. Il ne faut pas faire... Oui, mais s'il y a un texte qui sort du Sénat, les Républicains de l'Assemblée le suivront. Ou pas forcément. Ça voudrait dire que, d'abord, il n'y a pas d'automaticité, mais effectivement, ce sera plus compliqué pour les Républicains de l'Assemblée nationale de le rejeter, mais en revanche, ils pourraient le modifier. Et puis attention, comme la majorité, le barycentre n'est pas du tout le même, un texte qui sortirait du Sénat risque d'être profondément reconfiguré à l'Assemblée nationale, et donc le texte sur lequel les députés vont voter ne sera sans doute pas le même que celui sorti du Sénat. Et moi, vous me permettez de faire un petit retour en arrière. Vous avez évoqué l'affaire Bardella. C'est quoi l'affaire Bardella ? Vous en avez trop dit ou pas assez ? J'ai vu hier, si vous voulez, qu'il avait expliqué que Jean-Marie Le Pen n'avait jamais été antisémite. Pour un homme qui a été condamné 6 fois pour antisémitisme, c'est peut-être un détail pour lui, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
on a le droit effectivement d'expliquer que le Rassemblement national a rompu avec son passé, qu'il renie le Front national. Moi, je n'ai pas de jugement à faire sur... Je ne sonde pas le cœur et les reins. En revanche, aller jusqu'à une espèce d'amnésie pour essayer de dire bah non, il a été condamné 6 fois pour antisémitisme, alors que c'est quand même le fondateur historique de ce mouvement, et je dirais nier les faits, ça me semble procéder, je dirais, d'une forme de... Tout en précisant que pour lui, la Shoah n'était pas un détail de l'histoire. Hein. Le sujet n'est pas Jordan Bardella. Le sujet, c'est que quand vous êtes président d'un parti politique, vous assumez votre passé, vous avez le droit d'expliquer que vous n'êtes pas à l'aise avec le fondateur de ce parti et avec ce qu'il a pu dire. En revanche, vous ne niez pas les faits. Enfin, c'est un fait de dire que Jean-Marie Le Pen a été condamné 6 fois pour des calembours douteux et pour des propos racistes et antisémites. Il a commis une faute politique, Jordan Bardella, pour vous ? Je crois qu'il a commis effectivement une faute politique. Oui, parce que tout le travail de dédiabolisation, en réalité, on voit bien que ça montre qu'il y a une forme de malaise, et que ce malaise va non pas jusqu'à s'opposer à ce qui a été fait, mais carrément tenter de faire oublier les faits. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit regarder l'histoire telle qu'elle a été faite. Quand j'étais parlementaire, j'ai défendu, par exemple, sur les textes sur les harkis, j'ai critiqué le général de Gaulle, j'ai critiqué la politique qui a été faite. C'est pourtant quelqu'un que j'admire beaucoup, mais à un moment donné, voilà, on n'est pas la copie, et c'est pas parce qu'on s'inspire de quelqu'un ou d'une histoire qu'on est obligé de reprendre comme un bloc. On est aussi capable d'avoir son jugement critique. Et Jordan Bardella, qui pour le moment est donné largement en tête dans les sondages pour les élections européennes, les Républicains n'ont toujours pas de tête de liste. Est-ce que c'est un problème ? Non, ça n'est pas un problème, puisque les élections n'ont pas débuté. Effectivement, je peux comprendre que... Mais il y en a qui ont débuté leur campagne, à commencer par lui. Oui, mais est-ce que les Français s'y intéressent ? Enfin, très honnêtement, aujourd'hui, faire campagne alors que, je dirais, la focalisation des Français, elle est sur la question du terrorisme, sur le risque d'un embrasement, je dirais, en France, d'importation du conflit israélo-palestinien, et plus les sujets de pouvoir d'achat et de crainte pour l'alimentation, les sujets européens semblent assez loin. Mais pourquoi vous tardez tant à désigner votre tête de liste ? François-Xavier Bellamy, c'est pas une évidence ? Pour moi, François-Xavier Bellamy a une vraie légitimité. Il a fait un très bon travail de parlementaire européen. Il représente une droite anti-Macron. Je plaide pour que les Républicains soient très clairs là-dessus, que ce soit une liste d'opposition au président de la République. Après, nous avons... Qu'est-ce qui bloque alors ? Premièrement, des élections internes. Deuxièmement, qui ont lieu mi-novembre. Deuxièmement, une réécriture des statuts qui est en cours. Et troisièmement, un grand chambardement avec notamment un changement de siège. Et donc je pense que si vous voulez... Elle sera désignée comment, votre tête de liste ? En termes de communication... Qui va la désigner ? C'est la Commission nationale de l'investiture. Je pensais que l'information était... Oui, mais bon, alors donc c'est-à-dire, c'est Éric Ciotti qui va décider. Ah non, la Commission nationale de l'investiture à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, c'est 70 personnes. Et donc vous avez effectivement d'abord vous aurez d'abord la désignation d'une tête de liste, et ensuite cette tête de liste proposera une liste. Et vous, personnellement, vous aimeriez être sur cette liste ? Sans parler de la tête de liste ? Moi, ce que j'ai dit... pourquoi pas la tête de liste, d'ailleurs ? Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'étais effectivement disponible, mais j'ai conscience de représenter une sensibilité des Républicains particulière, gaulliste, attachée à la souveraineté nationale. Et mon combat n'est pas pour avoir un poste. Mon combat, c'est que cette liste reflète aussi, et son programme reflète aussi, ce que je pense être... l'objet du combat pour les Républicains. Et pour moi, l'objet du combat, c'est d'expliquer que nous avons une dérive fédérale, qui est en train de vider les démocraties de leur intérêt. Je suis contre le Frexit, même si on me classe dans les souverainistes, parce que je pense que ce serait une grave erreur. En revanche, je pense qu'on doit proposer un autre modèle européen et surtout un autre projet européen que celui de M. Macron, adossé à Mme von der Leyen, qui a fait quand même toute une série de bourdes ces dernières années. Et ça, c'est une voie singulière chez les Républicains ? En tout cas, vous trouverez moins souverainiste que moi. Moi, si vous voulez, je pense par exemple sur la hiérarchie des normes. Je sais que ce sont des sujets juridiques, mais je pense, si vous voulez, que tant que les gens voteront pour des parlementaires et que derrière des cours à l'extérieur des frontières pourront expliquer que ce que votent les parlementaires n'a aucune prise, on pourra avoir des débats sans fin sur l'immigration si ensuite vous avez effectivement une cour qui vous empêche d'expulser tel ou tel. Non mais est-ce qu'il y a une place pour une liste Bellamy, pour une ligne Bellamy quand vous avez Jordan Bardella, Marion Maréchal est-ce que vous redoutez que les Républicains fassent moins de 5%? Moi je pense qu'il y a une place d'abord pour les Républicains, pour une droite qui soit attachée à la nation, dans une tradition gaulliste, qui défende une Europe qui ne soit pas une Europe caricaturale, et surtout, une droite qui soit en capacité d'agir efficacement au sein du Parlement européen,
parce que on sait très bien comment fonctionne le Parlement européen, qui est dominé notamment par le Parti populaire européen. Il faut changer ce PPE qui, à la base, était plutôt fédéral et démocrate chrétien de l'intérieur pour en faire l'âme de la refondation du Parlement. Parce qu'on peut s'égosiller à l'extérieur. La réalité, c'est que Marine Le Pen n'a pas d'alliés. Donc, en réalité, les eurodéputés du Rassemblement national verront passer le train pendant 6 ans. Et ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années que la France voit passer les trains. Et on voit d'ailleurs l'influence allemande sur la construction européenne et le fait que la France ne défend pas ses intérêts. Il n'y a pas d'équipe de France. Les députés européens, les Républicains, ils sont un peu seuls au sein du PPE à Strasbourg. Mais c'est pour ça que j'amène, si vous voulez, j'appelle plutôt les Français à doubler le nombre de joueurs, à mettre une équipe de réserve et à nous permettre de peser plus. C'est sûr que quand vous êtes 8 au sein du PPE, l'Allemagne ne vous rate pas de la même manière que si vous êtes 20. Vous avez vu que Ursula von der Leyen est intervenue au campus de Renaissance à Bordeaux et qu'elle a été très bien accueillie là-bas, alors que c'est une figure du PPE. Mais alors, à l'origine, Mme von der Leyen a été, parce qu'elle était du PPE, a été soutenue. Mais on ne la connaissait pas. Aujourd'hui, vous avez un bilan qui, pour moi, sur un très grand nombre de points, est très critiquable. Je vous pose la question aussi parce que on a vu il y a une interview d'Éric Woerth dans la Tribune ce dimanche, donc ancien ministre de l'UNP, ancien secrétaire général des Républicains qui est passé chez Renaissance l'an dernier, et qui dit dans la Tribune qu'il serait hautement souhaitable que la majorité et LR ait un candidat commun en 2027. Est-ce que pour vous, c'est envisageable ou c'est une hérésie totale? La question, c'est pourquoi? Vous, votre ligne, c'est Laurent Wauquiez? Non, enfin, si, mais... Et Laurent Wauquiez, parce qu'il est clairement contre Emmanuel Macron. Mais c'est pas Laurent Wauquiez pour avoir Laurent Wauquiez. Il n'y a pas de rapprochement possible entre ce centre et la droite républicaine classique. Quoi? Regardez ce que les gens de droite que rejoint Emmanuel Macron font à longueur de journée. Ils se retrouvent à cohabiter avec M. Sacha Houlié, qui est sur une politique... Il est l'aile gauche de qui est sur une politique clairement extrêmement favorable à l'immigration. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Vous pensez que Gérald Darmanin, il pèse pas, par exemple? Mais Gérald Darmanin, tout homme de droite qu'il est, et qui, pourquoi ça fait des années... Édouard Philippe n'a pas pesé dans le quinquennat précédent? On va les prendre les uns après les autres. Parce que Gérald Darmanin n'est pas Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'était quelqu'un de centre-droit. Bon. Qui était chez vous? Oui. Non, mais je veux dire, c'est pas la même... Gérald Darmanin ne soutenait pas exactement le même candidat que Édouard Philippe aux élections. Je comprends plus, à la limite, la frange jupéiste qui a pu se sentir, je dirais, accueillie ou hébergée par le macronisme. Mais pour un Gérald Darmanin, quel est son problème? C'est qu'il défend des positions de droite très fermes, mais il est minoritaire, ou en tout cas, il doit composer avec des gens qui pensent l'inverse. Et vous n'avez pas le sentiment que la majorité présidentielle penche de plus en plus à droite et de plus en plus vers une droite de plus en plus dure, ou pas du tout? Alors, je ne sais pas ce que c'est une droite dure. Vous voulez dire une droite intelligente, une droite lucide, une droite ferme, une droite courageuse. Je ne les trouve pas très courageux, non, parce que s'ils étaient courageux, ils enlèveraient l'article 3. Et la réalité, c'est que M. Darmanin se balade avec son article 3 comme un fantôme avec son boulet, et qui l'empêche de voler. Un dernier mot sur l'immigration, puisque Marion Maréchal a lancé hier un comité pour un référendum sur l'immigration. Elle veut un référendum d'initiative partagée visant à stopper l'immigration massive. Et elle vous invite à rejoindre son initiative. Est-ce que vous allez le faire? C'est plutôt elle qui nous a rejoints dans l'espèce. C'est-à-dire que Marion Maréchal Le Pen, c'est comme la lumière et le son. C'est-à-dire que la lumière, nous l'avons émise il y a 6 mois lorsque nous avons fait notre proposition de référendum institutionnel sur l'immigration. Et nous avons aujourd'hui le son avec Marion Maréchal Le Pen qui arrive avec 6 mois de retard. Bon, mais vous avez l'argent ou pas? Vous la connaissez bien, vous étiez élu du même département. On était élu même de la même ville, puisqu'elle avait Carpentras Sud et moi Carpentras Nord. Est-ce que vous allez rejoindre son initiative? Je vous ai dit, je vous ai répondu. C'est-à-dire qu'en réalité, elle est en train de proposer ce que les Républicains ont proposé il y a 6 mois. Maintenant, je crois, si vous voulez, que ce qu'elle propose ne tient pas la route, parce qu'elle parle d'un référendum d'initiative partagée. On sait très bien que les règles aujourd'hui pour mettre en place un RIP, pas pour les millions de gens qui vont signer, ça, il n'y a pas de problème. Quoique, je vous rappelle pour ADP où j'avais soutenu, c'est compliqué d'arriver à 4 millions de signatures. Mais il faut arriver à un certain nombre de parlementaires qui est beaucoup trop élevé. Et donc, à un moment donné, c'est pas... Je dirais sur ce sujet-là, et c'est à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités. Alors là, il les prend. Il veut diviser par 2 le nombre de parlementaires nécessaires. Moi, j'appelle pas ça passer de 185 à 93. J'appelle pas ça prendre ses responsabilités. Ça fait partie des discussions qui auront lieu la semaine prochaine à Saint-Denis, pour les très bien. rencontres, dans la feuille de route. Qu'on abaisse le seuil du RIP, c'est très bien. Mais je rappelle que Emmanuel Macron a été élu l'an dernier, élu pour gouverner. Le général de Gaulle ne réunissait pas tous les 15 jours les chefs de parti pour leur dire « Bon, et maintenant, on fait quoi ?» Et voilà, à la carte, vous avez le droit, méthode pour vous, ça ? En entrée, vous aurez le droit de manger ça. Au plat de résistance, je vous propose un bon référendum ou alors une extension sur l'IVG. C'est pas ça, la Ve République.
ce qu'on attend d'Emmanuel Macron, c'est qu'il illustre cette droite courageuse, intelligente et lucide dont vous semblez l'affubler. Il prend ses responsabilités, il fait un discours à la nation, il dit « Moi, président de la République, j'ai décidé d'organiser un référendum sur l'immigration. » Parce qu'on va arrêter d'organiser des concertations pour décider s'il faut modifier la Constitution pour permettre un référendum qui, une fois qu'il aurait été organisé, permettrait peut-être de modifier... Mais quand il décide tout seul, c'est Jupiter, et quand il vous consulte, il ne prend pas ses responsabilités. Mais il nous a consultés, c'est bon. Enfin, je veux dire, ça fait 6 mois qu'on lui a expliqué, consulter c'est quoi? C'est écouter. On n'a pas besoin de passer 6 mois. Écoutez, quand on sait où on veut aller. Mais en réalité, Emmanuel Macron ne sait pas où il veut aller. Et il ne sait pas où il veut aller parce qu'en réalité, il est partagé toujours. Le en même tempisme montre, si vous voulez, sur le sujet de l'immigration, son échec. C'est-à-dire qu'il est incapable de trancher. Vous irez, les Républicains iront aux rencontres de Saint-Denis, Éric Ciotti s'y rendra? Je n'ai pas entendu dire qu'Éric Ciotti ne souhaitait pas s'y rendre. Maintenant, c'est quand même en partie vidé de son intérêt si toute la gauche n'y va pas. Voilà. Donc sans intérêt. Mais il ira. En tout cas, il ne nous a pas dit qu'il n'irait pas. Oui, enfin après, il ne faudrait pas que ça devienne, à mon avis, une perte, enfin une espèce de grand débat, de mini-débat. Emmanuel Macron est très très fort pour faire perdre du temps aux autres. Dernière question, Stéphane. Une clarification. Je crois que le mouvement Oser la France que vous avez créé en 2017 est en train de se rapprocher de République souveraine, présidée par Georges Kuzmanovic, l'ancien secrétaire national du parti de gauche, qui a quitté la France insoumise. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'attelage? Vous pouvez nous expliquer quel est le sens de ce rapprochement? Parce que dans les valeurs, je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est un mouvement qui est un mouvement souverainiste et issu de la gauche, on va dire chevènementiste. Donc d'abord sur les valeurs, justement ce que nous avons souhaité, nous avons organisé un événement en septembre, les rencontres de la souveraineté, qui était ouvert à tous les mouvements se réclamant de la souveraineté, et qui permettait justement de voir sur quoi on était d'accord, sur quoi on n'était pas d'accord. C'est pas un rapprochement, c'est je dirais un débat, une discussion. Et effectivement, il y a des choses que nous avons en commun. Et puis il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord parce que nous venons d'horizons politiques différents. C'est votre en même temps à vous. Merci. Non, c'est, je dirais, la volonté de montrer qu'on n'est pas une chapelle et qu'on est capable, nous, de discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Merci Julien Bert. Merci d'avoir été notre invité. Merci Stéphane. À la semaine prochaine, on regarde la une de Ouest France. Un coup de pouce de l'État pour réparer ses vêtements. C'est à la une de votre journal. Merci Stéphane. Merci Julien Bert. On passe au club des territoires.